Merci infiniment d'être toujours avec nous et je rappelle que vous pouvez suivre ce salon sur les différentes plateformes, notamment sur le live Facebook, sur la page justement du Salon Férine, sur YouTube et également sur la page du Salon Férine 2020 et également sur Internet ou sur le site Internet www.salonferrine.com. Nous poursuivons à présent avec notre premier panel. Je l'introduisais tout à l'heure. Le thème, c'est investir dans l'humain, gage d'une croissance équitable et durable. Et pour modérer, j'aimerais inviter M. Marius Kouvahé. Il est le directeur des opérations de la Séguge Togo. Il va également vous présenter le panel qui va se charger justement de vous présenter ou de vous entretenir sur le thème qui a été annoncé. Merci infiniment de l'accueillir. comme la somme, l'ensemble des ressources ou de biens ou qui permettent de créer des revenus ou de la valeur. Lorsqu'on y associe le mot humain ou la définition comme la somme, l'ensemble des ressources qui permettent d'apporter des revenus ou de créer de la valeur. Lorsqu'on y associe le mot humain, la définition peut sembler intuitive et facile à comprendre. Mais comme on a pu le voir dans la conférence qui a précédé tout à l'heure, ce terme regorge de bien de nuances et de subtilités lorsqu'il s'agit de l'aborder sous l'angle du développement et plus particulièrement du développement durable. Ce panel que nous avons l'insigne honneur d'animer aujourd'hui va nous aider à creuser un peu plus dans ce thème, dans ce mot, cette expression de capital humain et de nous rendre compte de tout ce qui est fait pour le développement de ce capital humain au Togo et comment est-ce que nous investissons dans ce capital humain. Et pour aborder ces questions, cette thématique intéressante à bien des égards, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce panel des sommités, mais aussi des hommes de terrain qui, à travers leurs fonctions, ont beaucoup œuvré au développement de ce capital humain au Togo. Le premier panéliste que nous allons accueillir est un homme de terrain qui dispose de plus d'une quinzaine d'années d'expertise et de pratique dans le domaine du développement durable. Il est représentant du PNUD au Togo. Il a dirigé depuis 2014 des programmes en Afrique sur l'environnement, les énergies renouvelables. Et au cours des dernières années, il a travaillé et soutenu plus d'une dizaine de bureaux du PNUD en Afrique dans la mise en œuvre de leur programme dans leur plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement. Je vous demande d'accueillir sur ce panel M. Alou Dia. Notre prochaine panéliste, puisqu'il s'agit d'une femme, est une tête bien faite, comme l'expression le veut. Elle est titulaire d'une maîtrise en politique publique et administration de l'Université américaine du Caire en Égypte, avec une spécialisation en conception et gestion des politiques dans les domaines énergétiques, dans les économies émergentes, une maîtrise avec distinction en histoire politique de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni. Et avant de rejoindre le Global Public Institute, groupe de réflexion indépendant à but non lucratif basé à Berlin, elle a passé plusieurs années au Moyen-Orient. Et son profil combine la recherche et le conseil en politique de développement avec une pratique au niveau de la gestion dans le développement socio-économique et culturel local. Je vous demande d'accueillir sur ce panel Madame Domenica Pressing. Notre prochaine panéliste est un visage que nous connaissons bien au Togo, un visage familier.
Depuis avril dernier, elle est la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme. Elle est ancienne secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Et je vous demande de faire une ovation pour Madame Nakpa Polo. Pour finir, nous allons inviter une personnalité bien connue du monde business au Togo, du monde commercial togolais. Un docteur en économie de l'école supérieure et de gestion de l'université de Brême en Allemagne. Il cumule plus de 35 ans d'expérience professionnelle dans la gestion des entreprises agro-industrielles et financières. C'est un homme à multiples casquettes qui assume depuis 20 ans les fonctions de secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao au Togo. Il est également président de l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, membre du comité directeur du Forum mondial des pays producteurs de café. Représentant également du Togo auprès des organisations internationales du café et du cacao telles que l'ICCO, l'ICO et l'OIAC. Il est aussi expert en économie de développement et membre de la Chambre consulaire régionale de l'UEMOA et aussi vice-président du Conseil national du patronat du Togo, qualité en laquelle il est ici avec nous aujourd'hui. Je voudrais vous demander d'accueillir sur ce panel M. Anselme Gouton. Et des fonctions de haut niveau dans le secteur du négoce international et des produits de base et de l'agrobusiness, comme je le disais tantôt. Bien. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je le disais tantôt, Monsieur Dia, la première question elle est pour vous. Pourquoi l'association de ces deux termes, capital et humain? Ben, merci beaucoup. Je crois que c'est une... D'abord, je voudrais profiter de cette tribune à l'entame de mon propos pour encore une fois remercier l'association Terre Fertile d'avoir organisé ce salon qui est sa deuxième édition. Et comme vous venez de le dire, je crois que c'est un thème important pour cette année. C'est d'ailleurs la raison fondamentale qui fait que le PNUD a effectivement voulu accompagner l'association Terre Fertile dans l'organisation de ce salon. Alors, capital humain. Vous savez qu'en fait, je crois que les collègues qui ont déjà présenté, Stéphane Akaya ce matin a très bien présenté le concept de capital humain. Mais vous savez, dans le passé, associer le terme capital à humain n'a pas souvent été accepté parce que pour la simple raison que les sociétés ont pensé que si la personne est associée au capital, ça veut dire simplement que la personne est perçue comme étant une chose. Alors que bon, je pense que ça a fait beaucoup de débats au niveau scientifique, au niveau des économistes, etc. Donc nous savons tout le travail que des prédécesseurs ont fait, comme Becker, comme Schulz, etc., comme Schumpeter, qui ont vraiment fait des travaux énormes sur la question de capital humain. Alors, pourquoi aujourd'hui on associe le terme humain à capital? Parce que simplement, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, pour pouvoir avoir une croissance, pour que les entreprises puissent prospérer, pour qu'on puisse exploiter ce qu'on appelle même le capital naturel en tant que tel,
il faut que l'humain en tant que tel, soit au cœur de ce système de production. Et tant que l'homme n'est pas au cœur de ce système de production, aujourd'hui, il n'est pas utopique de parler de croissance. Il est utopique de parler de développement durable. Donc, le nœud gordien, c'est vraiment l'être humain. Et pas n'importe quel être humain. Il faut que l'homme en tant que tel devienne une personne, en tout cas, soit formé et ait les compétences, les capacités d'initiative à pouvoir entreprendre tout cela. Si on prend par exemple les facteurs de production, que ce soit le capital naturel, soit, disons, la terre. Aujourd'hui, la terre ne peut pas être exploitée sans l'homme. C'est l'homme qui exploite la terre. La main-d'œuvre, qui est un point important. Quand on parle de main-d'œuvre, on parle de personnes, on parle d'hommes. De plus en plus maintenant, avec la révolution technologique, il est évident que l'homme est en train de céder sa place à la machine. Mais derrière la machine, il y a toujours l'humain. Prenons le troisième facteur de production, le capital. Qui crée le capital? Qui crée la croissance? C'est toujours l'homme. Et enfin, le quatrième facteur de production qui est très important, c'est l'entreprise. Qui est derrière l'entreprise? Qui fait tourner l'entreprise? C'est toujours l'homme qui est au cœur de tout ça. Donc si on prend l'ensemble du spectre de la croissance économique, du développement durable, tout ça nous ramène à l'être humain. Donc c'est pour ça qu'il est fondamental d'avoir des ressources humaines qualifiées, bien formées, qui ont des compétences avérées pour pouvoir créer la richesse, pour amorcer l'émergence certainement dans nos pays. Alors pour le faire, il y a un certain nombre de facteurs qui entrent en jeu, notamment tout ce qui est éducation. Je crois qu'on en a parlé ce matin. Tout ce qui est formation, tout ce qui est compétences technologiques, etc. Mais ça, c'est des débats certainement sur lesquels on va revenir beaucoup plus en détail. Alors, il y a un autre élément qui entre en jeu, et malheureusement, depuis ce matin, je crois qu'on n'en a pas suffisamment parlé, c'est la question de la santé de l'être humain. Parce que si les hommes ne sont pas en bonne santé, il n'y a pas de production, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'exploitation du capital naturel, il n'y a rien du tout. Donc, il est absolument important que la dimension santé, mais vraiment dans toutes ces dimensions, puisse être prise en compte au cœur même de la construction du capital humain. Et ça, c'est important. Il y a un autre facteur qui entre en jeu, je crois que Stéphane l'a évoqué dans son intervention de ce matin, c'est la question même de la formation. Aujourd'hui, si on prend les pays africains, la plupart des jeunes s'orientent de plus en plus sur des matières plus ou moins sociales, ressources sciences humaines, etc. Il y a peu de jeunes qui s'orientent de plus en plus sur des matières technologiques, qui rentrent sur des questions beaucoup plus poussées d'appropriation de la connaissance technologique, etc. Donc le savoir en tant que tel est quand même quelque chose d'assez important. Donc, mais je ne vais pas trop rentrer un peu dans les détails à présent, je voulais simplement intervenir par rapport à ça. Pour dire simplement aujourd'hui, si on parle de PND, c'est parce qu'on compte sur nos ressources humaines. Si on parle d'objectifs de développement durable, c'est parce qu'on compte sur les personnes. D'ailleurs, quand on parle d'objectifs de développement durable, on dit ne laissez personne pour compte. Ce qui veut dire que tout le monde a un rôle important à jouer pour la création de la croissance, pour sortir le monde de cette situation dans laquelle aujourd'hui elle se trouve, éliminer carrément la pauvreté en 2030, préserver la planète, je crois qu'on en a parlé ce matin. Et d'ailleurs, c'est tout le sens aujourd'hui de ce qu'on appelle les 5 P des ODD. Et le premier P, c'est le people, ce sont les personnes. Parce que tout développement qui n'est pas centré sur les personnes n'est pratique, on ne peut même pas l'appeler développement, même pas pour ne pas parler de durabilité. Revenir sur le deuxième P, c'est effectivement tout ce qui la prospérité, ce qui nous ramène capital humain, croissance. Donc la prospérité est quelque chose de très important. Et le troisième P qui nous ramène sur les questions de paix et de sécurité, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance. Si les gens sont en guerre, si les gens ne sont pas en conflit, donc ce qui veut dire qu'il n'y a même pas possibilité d'aller à l'école. Vous voyez, dans les pays où nous avons des situations conflictuelles,
il n'est pas possible d'envoyer les enfants à l'école. Donc, oublions la formation, etc. Donc, la paix et la sécurité, c'est des éléments essentiels de tout ce qui est capital humain, de consolidation du capital humain. Et enfin, le dernier P qui est sur le partenariat. Aujourd'hui, on parle de transfert technologique. Aujourd'hui, les pays africains envoient beaucoup de leurs jeunes en Europe se faire former, donc pour acquérir des connaissances, revenir, pouvoir certainement porter la croissance dont on parle. Donc, je ne voulais pas trop rentrer dans les détails, mais simplement en guise d'introduction, c'est ça que je voulais dire, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Merci, monsieur Dia. Merci beaucoup pour cette introduction large, mais qui nous a permis d'entreapercevoir les divers axes par lesquels cette thématique peut être abordée. L'axe économique, bien entendu, c'est le plus visible, c'est celui qui revient le plus souvent, mais également l'axe de la santé, vous l'avez mentionné, et aussi l'axe des droits humains. C'est pour ça que nous avons une personne très concernée par ces questions sur ce panel, donc nous allons arriver à ces questions de droit également tout à l'heure. Mais j'aimerais qu'on poursuive quand même sur le volet économique, et pour ça je vais me tourner vers Monsieur Gouton. Je le disais tantôt, c'est un homme bien connu du milieu économique au Togo. Ça fait plusieurs décennies qu'il est impliqué dans le négoce et la finance des commodités au Togo, et il est bien au fait des questions de capital humain parce qu'il est au cœur des activités économiques qui sont menées à travers ces différentes structures. Alors, Monsieur Gouton, j'aimerais vous demander, vous êtes un homme de terrain. J'aimerais vous demander de partager avec nous votre expérience concrète du terrain, de ce qui est fait pour l'investissement et le développement du capital humain au Togo. Merci, monsieur le modérateur. Je voudrais aussi remercier ceux qui ont initié cette rencontre pour animer ce dans de panel. En fait, c'est vrai que tout à l'heure, ceux qui ont précédé ont déroulé un certain nombre d'éléments qui permettent d'avoir assez d'éclairage sur ce qui se fait actuellement et ce qui devait être fait, bien entendu. Et le premier panéliste aussi a, dans une introduction, développé l'essentiel aussi de ce qu'on peut apprécier en matière de capital humain. Alors, moi, je vais peut-être aller dans un cas pratique pour éviter de rentrer encore dans des débats qui vraiment nous ramènera à chaque fois à la case départ. Donc, le cas pratique ici, maintenant, nous parlerons surtout du secteur agricole, qui m'intéresse en ce moment et qui est d'actualité, bien entendu. Et nous voyons les initiatives qui sont développées ici et là, justement, parce qu'il y a un facteur déterminant aujourd'hui qui est le changement climatique, qui affecte énormément ce secteur et qui nécessite qu'on puisse envisager des formations à la carte, des formations adaptées tenant compte justement de ces phénomènes climatiques, permettant justement aux uns aux autres de maîtriser suffisamment l'environnement et de développer en fait une agriculture plus adaptée à cette situation. Je prendrai bien entendu l'initiative déjà développée par le GIZ, parce que ce que j'aime beaucoup dans la coopération allemande, c'est son intérêt surtout à vouloir s'impliquer beaucoup plus dans la microactivité sur le terrain. Et ce qui peut être intéressant, c'est surtout le Farmer Business School. Donc la formation justement de l'acteur même qui s'implique dans le secteur, dans un secteur précis, l'agriculture, c'est-à-dire que ce soit le café, le cacao, le maïs, le riz, ainsi de suite. Donc il est important pour ces paysans de connaître réellement à combien leur revient ce qu'ils produisent. Parce que c'est ça le problème aussi. Dans nos régions, il y a toujours ce phénomène de troc, d'échange. Bon, alors un paysan, par exemple, qui veut se marier, ou bien qu'il y a une cérémonie mortuaire, sollicite un concours financier auprès peut-être d'un opérateur autre, d'un opérateur économique. Bon, et se dit, bon écoutez, je vais peut-être rembourser en produits. Mais il oublie cet aspect qui est important, c'est que ce qu'il fournit comme énergie personnelle, bon, on le fournit, il a les engrais, il évalue,
il a peut-être d'autres éléments en équipement, insecticides, ainsi de suite, il évalue, mais l'énergie fournie par lui-même, le capital humain qui est au cœur de ce qui est fait, n'est pas en fait valorisé en ce moment. Il se dit, bon voilà, je suis face à une situation, bon alors, on me trouve une solution, alors je me dis, l'engrais m'a coûté tant, ceci m'a coûté tant, et ça me suffit pour pouvoir, en fait, quelque part, si je retrouve ce que j'ai reçu comme apport pour développer mon activité agricole, je peux alors, bien entendu, rembourser la dette. Et il se retrouve toujours et constamment dans la pauvreté, puisqu'en réalité, il ne fait que couvrir ce qu'il a pu acquérir en intrant, ainsi de suite, et il oublie tout ce qui rentre dans son état général. Et le premier panéliste a parlé de la santé, parce que sa santé est très affectée, et à terme, il finit par devenir moins performant. Donc la formation doit et s'oriente actuellement beaucoup plus vers cette forme de dynamique qui permet aux paysans de mieux comprendre en fait d'abord son activité et de mieux comprendre comment il peut s'impliquer et mieux valoriser ce qu'il fait. Donc cet aspect pratique que j'aimerais que nous développions dans tout ce qu'on peut faire, ça pour moi est intéressant. Il y a encore un autre aspect. Le gouvernement, bien entendu, togolais par exemple, a pris conscience de cette problématique et bien entendu promeut depuis quelques années la formation agricole, surtout en faveur des jeunes des deux sexes. Et ces derniers reçoivent des formations en conseil et pratique agricole. Dès le départ déjà, on les initie dans une formation assez pointue pour leur permettre de performer et de cibler, bien entendu, des secteurs qu'ils peuvent mieux rentabiliser. Alors, ces derniers reçoivent aussi également des formations en conseil pratique agricole et le perfectionnement aussi et la certification. Parce que ça leur permet de rester toujours vigilant pour privilégier la qualité de ce qu'ils produisent ou de ce qu'ils vont produire. Donc l'incubation de ces entreprises agricoles sur différentes chaînes de valeur, des bourses d'emploi agricoles, ainsi de suite. Et il y a un autre aspect qui semble être intéressant aujourd'hui. C'est le programme de développement des agropoles, qui sont des pôles de croissance agricole. Voici un aspect encore qui est assez sensible aujourd'hui et sur lequel on peut vraiment beaucoup débattre. On prend l'exemple de Cara, par exemple. Pardon, on prend l'exemple de Cara, qui est l'un des 8 projets prioritaires du plan national de développement d'ici à 2022. Bon, alors, qui fait l'objet d'une expérience pilote. Et ces agropoles nécessitent bien entendu qu'on puisse faire aussi une formation à la carte. Bon, puisque dans ces agropoles, on développe un certain nombre d'activités telles que le maïs, le riz, le sésame, l'anacarde et également l'élevage. Bon, alors, donc tout ça nécessite aussi une formation adaptée au contexte socio-économique du moment et qui tient compte du facteur climatique. Vous voyez, donc c'est une formation actualisée, bien entendu. Et la nouvelle technologie qui est disponible aujourd'hui permet d'atteindre ces objectifs. Voici des exemples concrets sur lesquels moi j'aurais souhaité que nous développions une certaine réflexion plus avancée par rapport à ce que nous disons aujourd'hui. Puisque l'homme étant toujours au cœur de ce que nous faisons, et vous allez voir que le secteur agricole est un indicateur assez important, puisque l'homme est dans l'essentiel de ce qui est fait. Quelle que soit la nouvelle technologie qu'on peut avoir, on ne peut pas perdre de vue l'homme qui s'implique véritablement. Parce que le monde paysan ne va pas évoluer du jour au lendemain comme ça, parce que dans les pays en développement, ou les économies en développement, l'homme est toujours incontournable. Et la technologie vient seulement appuyer, bien entendu, ce besoin de mieux maîtriser maintenant la chaîne depuis, depuis la plantation jusqu'à la commercialisation. Donc, et aujourd'hui, vous avez constaté justement qu'on a consacré le mois d'octobre pour la consommation locale de ce que nous produisons, mais ça nécessite aussi une formation adaptée. Puisque si la formation n'accompagne pas, on ne comprendra pas suffisamment comment on peut envisager de promouvoir la consommation locale de tout ce qui est produit. Parce que tout ce qui est produit localement est considéré comme non adapté par rapport à ce qui est importé. Donc, si les acteurs sont mieux formés, ils pourront alors produire la qualité.
Donc nous sommes aussi dans cette réflexion et nous avons créé le cadre pour mieux accompagner cette dynamique. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps et je souhaiterais peut-être me rendre disponible pour les questions qui peuvent venir pour mieux comprendre ces genres de préoccupations qui sont des préoccupations d'actualité. Merci. Monsieur Gouton pour ce petit voyage sur le terrain qui nous a permis d'apprécier ce qui est fait et ce qui devrait être fait. Votre intervention s'est largement articulée autour de la formation. Si on devait compter le nombre de fois que ce terme est revenu dans vos propos, je dirais que c'est peut-être une dizaine, une quinzaine de fois. Et ça dénote de l'importance de ce sujet pour le développement humain. Parce qu'on l'a dit tantôt, l'homme est au cœur, non seulement au début, mais à la fin de toute politique de développement. Et pour pouvoir se développer, il est indispensable que les gens soient formés parce que c'est cette formation qui va permettre d'acquérir les compétences nécessaires pour accélérer le développement. Donc, on l'a bien compris. Et pour reprendre vos termes, vous parlez de formation à la carte pour expliquer qu'il faut une formation adaptée aux besoins du terrain, mais également au contexte socio-économique et également au contexte climatique. Il faut que tous ces facteurs soient pris en compte pour que ces facteurs soient pris en compte dans la formation afin réellement de permettre ce développement que nous recherchons tant. Vous avez également mentionné dans votre intervention les interventions de la GIZ qui est un des nombreux canaux de la coopération allemande avec le Togo. L'Allemagne qui, comme nous le savons tous, est un partenaire historique du Togo, qui est avec nous et nous accompagne depuis très très longtemps. La GIZ, mais également d'autres canaux, sont mis à l'œuvre pour accompagner le Togo dans nos diverses politiques de développement. Et encore une fois, ça revient à ce développement du capital humain. Et heureusement, nous avons aujourd'hui avec nous la personne responsable de la coordination des différentes activités de la coopération allemande au Togo, Madame Dominika Pressing, que j'ai présentée tantôt. Donc je vais me tourner vers elle pour qu'elle nous développe un peu plus, en suivant ce que Monsieur Gouton vient de dire, pour qu'elle nous développe un peu plus les divers domaines d'intervention de la coopération allemande au Togo sur le développement du capital humain. Merci. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier Terreau Fertile pour ce salon remarquable et pour l'invitation à ce panel. C'est vraiment un moment clé, je trouve, pour parler justement du rôle du humain, de l'être humain dans ce projet de développement et notre coopération bilatérale au développement. Peut-être pour rebondir déjà sur quelques propos qui ont été faits, et comme vous l'avez dit, effectivement, c'est l'homme qui est au cœur de la coopération germano-togolaise au développement. Et c'est vraiment, pour nous, oui, le capital humain, c'est très important et on peut travailler avec ce terme, mais c'est l'humain qui est capital en soi. Et donc, toutes nos actions qui s'orientent vers l'appui, des activités qui s'orientent vers le Togo, ont toujours ce souci de promouvoir les droits de l'humain. Donc, dont font partie, on a déjà mentionné, la santé, mais aussi le droit à une formation, une qualification qui permet un emploi décent. C'est aussi le droit de manger à sa faim. Donc tous ces droits qui appartiennent à l'humain, aux Togolais, aux Togolaises, c'est ce qui est au cœur de notre coopération. Et c'est pour ça, vous venez de le mentionner, que notre approche focalise vraiment ensemble avec nos partenaires togolais. Notre approche vise vraiment la microactivité, vous l'avez mentionné. Donc vraiment un focus sur
on l'appelle le groupe cible. Pour nous, ce n'est pas un bénéficiaire qui reçoit un acte caritatif avec gratitude, etc. Non, pour nous, ça veut dire que nous avons des groupes cibles, nous avons des sujets, des acteurs de leur propre développement, que nous appuyons davantage ensemble avec le gouvernement togolais pour qu'ils puissent développer leurs propres facultés. Voici un peu la philosophie derrière notre engagement. Si vous voulez, je pourrais aussi élaborer un peu sur les acquis depuis la reprise de notre coopération en 2012. Nous remercions beaucoup Madame Pressing pour cette introduction. Bien entendu, nous allons revenir en détail sur les acquis de cette coopération allemande avec le Togo dans le domaine du développement parce qu'il y en a quelques-uns. Mais juste avant, j'aimerais qu'on se tourne maintenant vers Madame Polo pour aborder un des axes du développement du capital humain que nous n'avons pas abordé jusqu'à présent, l'axe des droits. Et le début de l'intervention de Madame Pressing l'a clairement mentionné. Les droits humains sont également une question centrale au cœur de cette question de développement de capital humain. Donc Madame Polo, je vais me tourner vers vous et vous demander de nous développer votre perception de ce thème-là sous l'angle des droits humains dont vous avez la charge à travers la Commission nationale des droits de l'homme du Togo. Monsieur le modérateur, je voudrais à mon tour remercier les organisateurs du Salon Ferrin pour m'avoir invité à prendre part à cette deuxième édition et surtout les féliciter d'avoir maintenu ce salon malgré le contexte sanitaire que nous connaissons tous. Félicitations. Et tous ceux qui sont intervenus avant moi, que ce soit le représentant résident du PNUD, Madame Pressig, Monsieur Gouton, tout ce qu'ils ont évoqué, ce sont les droits de l'homme. Que ce soit la santé, l'éducation, l'agriculture dont ils parlent. Ce sont les droits de l'homme. Et qu'est-ce qu'on met dans le mot droit de l'homme? C'est la dignité humaine. La dignité humaine. Et quand nous prenons notre thème, investir dans l'humain, gage de la croissance équitable et durable, on pourrait même se demander pourquoi une croissance équitable et durable. On pouvait se poser cette question. Cette croissance, elle n'est rien si elle ne bénéficie pas à l'être humain. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est dans l'intérêt du bien-être de l'être humain. Tous les textes, que ce soit la Charte des Nations Unies, la Déclaration, notre Constitution, qui consacre même un titre aux droits et devoirs, droits et libertés, devoirs du citoyen, avec plus de 40 articles. Donc, c'est au cœur même de l'être humain. On ne peut pas parler de développement sans parler des droits de l'homme. Le principe, c'est le respect, respecter les droits de l'homme, les protéger et réaliser. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on respecte, on protège, mais il faut réaliser pour que l'être humain puisse en bénéficier. Tout à l'heure, le docteur Akaya disait que le capital humain, d'après quelqu'un, que c'est le fondement de la croissance et non l'acteur. Moi, je dirais que c'est un acteur. C'est acteur et finalité. L'être humain, c'est un acteur et une finalité. Acteur, pourquoi? Il travaille. Et pour travailler, les uns et les autres l'ont dit. Il faut une santé. Donc, le droit à la santé. Donc, il faut avoir des équipements, des centres de santé de base pour que la personne puisse se soigner, être physiquement bien portante pour pouvoir travailler. Il parle de l'agriculture. Comment le paysan peut aller travailler s'il n'a pas la santé?
on a parlé de l'éducation. Ça aussi, c'est un droit de l'homme. Et on dit éducation pour tous, mais de qualité. Il ne suffit pas seulement de dire qu'on a une éducation. Non, il faut qu'elle soit de qualité. Et là, c'est là où intervient le truc de formation. Pour que le capital humain, généralement, on le définit comme un stock de savoir, faire, de connaissances, de compétences. Si la personne n'est pas bien, comment on dit, formée, comment elle peut agir pour accroître la croissance? Il n'y a pas que ça, il y a la nourriture, l'alimentation. Il faut une alimentation de qualité. Et il a parlé de changement climatique. Tout ça, là, ce sont des droits de l'homme. Il faut un environnement sain pour que l'être humain puisse évoluer. Se nourrir, se vêtir, se loger. Donc, comment on appelle ça? Un logement décent et surtout travailler. Travailler. C'est ce qui donne la dignité à l'être humain. Il faut qu'il produise. C'est la production, la transformation, la créativité de l'emploi pour que la personne puisse... Et surtout la redistribution. C'est là où on parle d'équité. Tout ça là, même si on a produit et que ce n'est pas bien réparti, il y a des frustrations. Et quand il y a des frustrations, ça veut dire qu'il n'y a pas la paix. La plupart des mouvements, des violences ont trait à ça. Non, il n'y a pas de paix sans... Il n'y a pas de développement sans paix. Et si on veut accroître la croissance, on doit tout maintenir on doit tout faire pour maintenir, comment on dit, la paix. Et ça passe par les droits de l'homme. Même les droits, là je parle d'éducation, santé, nourriture, loger, se former, ce sont des droits de l'homme. Et là, les droits même civils et politiques, même si vous avez cette liberté de s'exprimer, de faire des associations, et que vous n'êtes pas libre si vous ne trouvez pas à manger. Donc, les droits civils, politiques et droits économiques, sociaux, culturels vont ensemble. C'est pour ça qu'on dit que les droits sont indissociables, intimement liés. Et quand on a ce droit, il est inaliénable. On ne perd pas un droit. On est avec parce qu'on l'a juste parce qu'on est être humain. Il a parlé de les producteurs qui comptabilisent le prix de l'engrais, le prix de tout, sauf leur capacité. Il faut connaître ce droit aussi. Il faut savoir que j'ai des droits, j'ai des devoirs. Et si on ne sait pas, comment on peut revendiquer un droit si on ne le connaît pas? Avant de le revendiquer, il faut savoir que j'ai ce droit-là. Et là, par rapport aux objectifs de développement durable et le PND togolais, le PND togolais s'est inscrit sur les OND, les ODD plutôt, les ODD. Le premier objectif, c'est quoi? Pas de pauvreté. Le deuxième, zéro faim. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'éducation. Ainsi de suite. Il y a tout est pris. Et le plus important, on dit, le 16e objectif, on dit paix, justice et institutions efficaces. Nous venons de le dire, il n'y a pas de développement sans paix. Et pour avoir la paix, il faut assouvir les aspirations de l'être humain. Et maintenant, justice, là, c'est quoi? C'est l'équité. Répartir tout ce qu'on a accumulé comme croissance. Institutions efficaces. Qui rend ces institutions efficaces si ce n'est pas l'être humain? Donc, l'être humain est au cœur de tout. Généralement, nous pensons d'abord, tous les États, pratiquement, pensent, non, il faut que j'ai des ressources naturelles, qu'on peut se développer seulement avec les ressources naturelles, les ressources financières.
et après les ressources humaines. On oublie, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Investir dans la population permet d'accroître, de promouvoir la croissance. C'est ce que je peux dire en attendant d'avancer par rapport aux discussions. Je vous remercie. Nous remercions Madame Polo pour son développement très intéressant qui nous a permis de rappeler la primauté de l'investissement dans les ressources humaines qui doivent être la base de tout développement parce que ce sont ces ressources humaines qui permettront ensuite d'utiliser les autres ressources pour créer de la valeur et développer nos économies et nos sociétés. Madame Polo, merci pour ce rappel. Nous allons revenir sur le terrain et j'aimerais me tourner vers Monsieur Dia, le représentant du PNUD au Togo, pour lui demander de nous rappeler ou de nous lister un peu les interventions concrètes de son organisation, ou bien du moins c'est l'organisation à laquelle il appartient, au Togo, sur cette thématique du développement du capital humain, afin que nous puissions tous repartir avec quelque chose de concret sur ce qui est fait, mais également les challenges dans l'exécution de ces activités-là, mais aussi les perspectives, parce que ça a été dit et répété, le monde est en pleine mutation, donc même les actions que nous menons doivent constamment être adaptées pour continuer à être efficaces. Monsieur Dia. Merci beaucoup. Juste pour rebondir un peu sur ce que la présidente de la CNDH vient de nous dire, je crois que il n'y a pas meilleur plaidoyer, ou en tout cas il n'y a pas meilleur message que ce qu'elle vient de délivrer. Comme elle a si bien dit, l'homme est au cœur de tout. J'avais en tête de rappeler les 17 objectifs des ODD, elle l'a brillamment fait. Et tous les objectifs, ça, le seul, en fait, ce qui est visé, pour dire, sur ces objectifs-là, c'est l'humain. Et là, je crois qu'elle l'a si bien dit. Éradiquer la faim. Qui a faim? Ce sont les hommes. Qui n'a pas accès à l'eau potable? Ce sont les hommes. Qui a besoin de paix et de justice? Ce sont les hommes. Qui a besoin d'avoir accès à l'énergie? C'est l'humain. Qui a besoin d'avoir une consommation durable, etc. C'est l'humain. Donc du coup, le PND aussi, si on le prend, c'est exactement une réplique des ODD et qui est aussi centrée sur l'humain. Alors, donc ça m'amène simplement à dire que toutes les actions et toutes les interventions du PNUD, que ce soit au Togo, que ce soit partout ailleurs, dans les 170 pays où on est présent dans le monde, toutes nos interventions, toute action que nous menons, c'est pour les hommes. C'est pour être sûr que l'homme est au cœur du développement et que le développement soit durable, mais qu'il soit inclusif. Et je crois que Madame la Présidente l'a mentionné tout à l'heure. Alors, au Togo, je crois que le PNUD est là depuis 1975, 76 ou 77. Mais je suis sûr que le PNUD est quand même l'une des organisations onusiennes qui est le premier à s'être installé au Togo et qui est resté longtemps. Et le PNUD n'a jamais quitté depuis 1977. Alors, depuis 1977, je dirais qu'on a fait énormément de choses. Essentiellement sur tout ce qui touche l'accompagnement à ce que Madame disait tout à l'heure, à avoir des institutions fortes. Donc toute la dimension sur la gouvernance, avoir une administration performante, investir aussi sur des choses fondamentales telles que, par exemple, la participation au processus démocratique, par exemple, faire du Togo un pays démocratique, accompagner les institutions, etc. Et ça, nous le faisons depuis toujours. Et nous continuons à travailler là-dessus. Nous continuons à travailler avec le gouvernement sur la mise en œuvre du PND. Mais qui va porter le PND? Comme on a dit, c'est l'humain. Donc, pour vous donner juste un exemple, nous appuyons un programme qui me plaît beaucoup d'ailleurs. C'est un programme, ce qu'on appelle le programme présidentiel d'excellence pour le PND. Ça consiste à quoi? Ça consiste à prendre des jeunes Togolais qui ont un master, maintenant on a commencé même au niveau licence, pour pouvoir formater ces jeunes très rapidement en leadership pour qu'ils puissent aller au niveau de l'administration et accompagner les ministères dans la mise en œuvre du PND. Parce qu'on a besoin d'avoir des compétences et des capacités à tous les niveaux.
pour pouvoir porter les ambitions du PND. Ça, c'est quelque chose que le PNUD est en train de faire, notamment aussi sur les questions de renforcement des capacités, améliorer la qualité des compétences des ressources humaines que nous avons. Nous investissons beaucoup sur l'enseignement, sur la formation. Nous ne sommes pas l'UNESCO, évidemment, mais nous travaillons beaucoup sur cette question de la formation. Actuellement, nous finançons un master en planification. Donc c'est pour former des jeunes Togolais, en tout cas ou même ceux qui sont déjà actifs, sur les questions de planification du développement, parce que c'est important. Le développement n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Ça requiert un savoir-faire, ça requiert des bonnes connaissances et des bonnes pratiques en matière de planification. Donc nous finançons un master de planification depuis 3 ans, maintenant à l'université de Kara. Et sur la formation aussi, nous faisons beaucoup de choses avec l'université de Lomé. Pour dire, par exemple, sur les questions de technologie pointue, le PNUD est en train de mettre en place un laboratoire de télédétection et de géoinformatique à l'université de Lomé. Donc, pour montrer, par exemple, l'utilisation des nouvelles technologies, l'utilisation des big data, ce qu'on appelle les données massives, l'utilisation aujourd'hui de tout ce qui est intelligence artificielle dans les processus de développement, se projeter vers le futur. Donc, du coup, nous, on est en train déjà de réfléchir dans ce sens et de travailler avec les centres de recherche. Ce qui m'amène simplement à la dimension recherche maintenant. Recherche dans nos universités. Et je crois que c'est quelque chose qui est plus ou moins le parent pauvre aujourd'hui de nos politiques de développement. Aujourd'hui, la recherche de pointe dans les pays développés, c'est ça qui permet aujourd'hui d'amener les gens vers Mars. Les gens se projettent d'aller sur Jupiter dans les années à venir. Donc on ne parle même plus de la Lune. Qu'est-ce qu'on fait de la recherche en Afrique, dans nos pays? Je crois que ça, c'est une donnée fondamentale. Je crois que si, par exemple, vous prenez les statistiques, le rapport 2019 sur le développement humain que le PNUD a produit, a simplement montré que, en fait, vous prenez les pays à faible développement, développement humain, il n'y a que 3%. 3% des personnes adultes qui font des études supérieures. Vous prenez, par exemple, 2 jeunes qui sont nés en 2000, par exemple. Dans les pays à fort développement humain, il y a au moins la moitié de ces jeunes dans ces pays-là font des études supérieures. Et en Afrique, en tout cas des pays à faible développement humain, on peut considérer qu'il n'y a que 3%, à peu près 3% des jeunes qui arrivent à faire des études supérieures. Et ça nous interpelle. Ça nous interpelle beaucoup puisque, comme le disait le président Wade du Sénégal, dis-moi quelle jeunesse tu as aujourd'hui, je te dirai quel sera ton pays demain. Et ça, c'est absolument important. Donc, si on n'investit pas dans la formation, dans la recherche et dans l'innovation, je pense que nos pays ne pourront pas atteindre les objectifs auxquels nous nous sommes fixés, notamment dans l'agenda 2030. Les autres aspects que nous faisons, par exemple, nous avons des projets sur l'accompagnement, l'employabilité des jeunes. Nous faisons énormément de choses là-dessus. Nous travaillons avec la NPE, nous travaillons à la création, par exemple, de start-up ou des incubateurs. Par exemple, Nounia Lab que nous avons créé, et nous avons l'objectif de créer des Nounia Lab dans les 5 régions du pays. Nous travaillons beaucoup avec les femmes. Nous avons créé l'incubateur Innovap, comme vous connaissez, qui contribue à la formation un peu des femmes entrepreneurs. Et de plus en plus, depuis que je suis arrivé, je me suis dit, c'est bien beau de faire tout cela, mais qu'en est-il des populations? Qu'en est-il des communautés? Est-ce qu'aujourd'hui, le développement doit se faire simplement au niveau des élites? Non. Parce qu'un développement, c'est un processus bottom-up. Ce n'est pas un processus, c'est pas dans l'autre sens. Alors, si aujourd'hui, on n'investit pas au niveau des communautés, pour rendre nos populations beaucoup plus résilientes, pour créer les conditions de contribution au processus de développement des communautés locales, quoi qu'on fasse, on va vers la faillite, on va vers l'échec.
puisque les populations ne se retrouvent pas dans ces processus. Alors c'est pour ça que nous, au PNUD, nous sommes en train de marquer un paradigme très fort. Nous avons dit d'ores et déjà que 80% de notre budget va aller sur des actions concrètes sur le terrain, avec les populations. Par exemple, on va se mettre à construire des écoles dans des villages reculés où les enfants n'ont pas la possibilité d'aller dans une école. Ils vont sous l'arbre, à Palabre, pour faire leurs cours. Ce n'est pas normal. De plus en plus, nous sommes en train de construire. D'ailleurs, je dois aller sur le terrain la semaine à venir pour inaugurer une école que nous avons construite en peut-être 6 mois. La santé, c'est absolument important. Les populations ont besoin d'avoir accès aux soins. Madame la Présidente a dit que c'est un droit fondamental. Alors, aujourd'hui, comme nous tous nous le reconnaissons, je crois qu'il y a un problème aussi d'accès aux soins ou d'offre de soins. Et je crois que Covid nous a montré ça. Alors, qu'est-ce que nous, on va faire? Dans le cadre de nous avons une initiative que nous allons lancer prochainement, qu'on appelle Impact communautaire 2030. Le PNUD va lancer l'initiative en janvier 2021. Nous sommes en train de travailler sur le projet. L'objectif, c'est simplement de voir combien, par exemple, comment on peut accompagner au niveau des villages, en tout cas au niveau communautaire, l'offre de soins, pour que les gens puissent avoir accès aux soins. Donc, du coup, nous sommes en train de réfléchir un peu sur tout ça. L'accès à l'énergie, c'est quelque chose que nous allons faire de plus en plus, puisque aujourd'hui, regardez, il y a 650 millions d'Africains, 650 millions, qui n'ont pas accès à l'énergie, à aucune forme d'énergie. 650 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se développer si les populations, si les gens n'ont pas accès à l'énergie? C'est impossible. Pour se développer, il faut effectivement que les gens puissent avoir accès à l'électricité, accès à l'énergie pour leur production, etc., etc. Donc ça, c'est des questions fondamentales. Madame a parlé, juste je vais finir avec ça, accès aux services sociaux de base. Ben, si on n'a pas de l'eau à boire, oublions, production ou whatever. Puisque accès aux services sociaux, il y a accès à l'eau, accès à l'éducation, accès à la santé, etc., etc. De plus en plus, je pense que nous, en tout cas au PNUD, c'est notre paradigme maintenant. On va investir au niveau des communautés, on va investir au niveau des collectivités locales, notamment que le PNUD, le Togo a maintenant une décentralisation qui est en marche. La coopération allemande aussi travaille avec nous sur les questions de décentralisation, d'accompagnement des communes, etc. Et ça, c'est des questions fondamentales. Donc, tant que le développement ne commence pas par le bas, pour aller, peut-être pour prendre son envol, il va être très difficile simplement de se limiter au niveau des élites. Et nous, de plus en plus, nous essayons de regarder ces questions-là. Mais le plus important, encore une fois, c'est les partenariats qu'il faut bâtir autour de ça. Parce qu'il n'y a personne qui peut se prévaloir de dire « moi seul, je peux le faire ». C'est impossible. Les États ne peuvent pas le faire. Les bailleurs ne peuvent pas le faire. Les partenaires techniques ne peuvent pas le faire. On a besoin de partenariats forts autour de ces questions-là. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que le multilatéralisme, aujourd'hui, est quand même la clé de la solution. Okay? Donc du coup, nous, on travaille un peu sur ces questions-là, vraiment pour simplement dire que toutes nos interventions au Togo, j'en ai listé quelques-unes, je n'ai pas tout dit, mais c'est quand même c'est des interventions qui portent et qui cherchent à améliorer les conditions de vie des populations pour un avenir meilleur. Merci. Merci pour ce développement, Monsieur Dia, qui nous rappelle, pour ceux qui ne le savaient pas déjà, tout ce que le PNUD fait au Togo en termes de développement. Mais ça nous a également rappelé les difficultés, mais aussi les défis à venir pour que cette croissance soit durable, notamment la recherche et le développement qui est extrêmement important et qui va permettre de catalyser et d'accélérer notre croissance. Et
il est aussi intéressant de savoir que maintenant vous travaillez ou bien vous mettez beaucoup d'accent sur le travail au niveau des communautés. Et comme vous l'avez si bien souligné, maintenant que la décentralisation est en marche véritablement au Togo, ce travail, j'espère, va bénéficier d'un nouveau dynamisme avec des autorités locales qui pourront véritablement guider et conduire ces actions avec vigueur pour l'atteinte des ODD que vous avez rappelé tantôt. Donc, je vais poursuivre avec Madame Présing qui devait nous rappeler les acquis de la coopération allemande au Togo en termes de développement. Madame Présing. Merci. Bon, je ne vais pas vous donner un éventail de nos programmes Oui, quand bien même. sûr, bien entendu. Mais il y a des actions Mm. qui sont menées et des résultats concrets qui sont atteints. Donc, nous aimerions que vous nous aidiez à y voir un peu plus clair. Mhm, mhm. Euh, oui, donc juste peut-être pour vous illustrer les acquis de ces dernières 10 années, quelques aspects ont été déjà mentionnés. Par exemple, la formation Pharma Business School. En effet, on a pu entraîner, former 8500 agriculteurs et agricultrices de subsistance et dans ce sens-là, permettre aussi leur entrepreneuriat et qu'ils gagnent plus d'argent. Euh, Côté décentralisation, c'est vraiment c'est un aspect, un pôle prioritaire très très important pour l'Allemagne. Tout cet appui, tous nos appuis côté bonne gouvernance se focalisent sur le soutien au processus de décentralisation. Et pour vous donner encore un exemple concret, c'est l'amélioration des services d'état civil qui effectivement ont permis jusqu'à maintenant aussi, parce que c'est lié au droit de l'éducation, parce que sans service qui marche, pas de scolarisation non plus, n'est-ce pas? Donc on a pu permettre 200 000, la scolarisation de 200 000 enfants pendant cette période et en tout cas des meilleurs services. Parlons aussi secteur agricole, tout ce qu'on appelle secteur vert. Un grand souci, c'est aussi cette question de sécurité alimentaire, surtout pendant cette période de crise. Et là, nous sommes fiers d'avoir réussi ensemble avec nos partenaires togolais, d'avoir amélioré la situation alimentaire de 15 000 femmes et de 15 000 enfants. Et on a pu peut-être, pour vous donner encore plus des exemples, on a pu aussi dans le cadre des appuis d'urgence cette année, on a pu faire beaucoup plus, acheter, aider avec l'achat des intrants dans le secteur agricole, mais aussi appuyer concrètement le secteur santé. On a pu bâtir sur nos succès dans la région de Kara. C'est là où la coopération allemande est vraiment focalisée avec ses appuis. Donc on a pu bâtir sur ça et soutenir le développement des capacités de test là-bas et non pas seulement à Lomé. Par exemple, juste pour vous donner un exemple. Et sinon, dernier secteur qui joue un rôle, c'est aussi l'énergie renouvelable et l'accès aux solutions énergétiques à la base. C'est vraiment ce souci d'amener les solutions à la base, donc des pompes solaires qu'on a pu faire partie à des milliers des personnes. Donc voilà, c'est un peu quelques exemples concrets pour vous donner l'impression. Et sinon, juste pour finir, je suis très fière que maintenant, grâce à l'activité de la GIZ, de la KfW et d'autres organisations, la coopération allemande couvre effectivement toutes les régions du Togo et non pas seulement
des régions qui vont déjà un peu mieux que les autres. Ça dans le souci de vraiment faire participer tous les citoyens et citoyennes à ce processus de développement. Merci. Merci beaucoup, Madame Pressing, pour ce bref aperçu du travail qui est fait par la coopération allemande au Togo en termes de développement. Nous avions dit plus tôt que nous accueillerions quelques questions de nos spectateurs, mais avant d'en arriver aux questions, j'aimerais me tourner vers Monsieur Gouton, parce que l'une de ses nombreuses casquettes, c'est aussi celle de vice-président du patronat. Et beaucoup d'entreprises privées le disent, les employés sont l'actif le plus important. C'est une phrase qu'on entend souvent, mais est-ce que c'est toujours suivi d'action? Donc j'aimerais me tourner vers le vice-président du patronat pour lui demander, est-ce que le patronat a à cœur cette question du développement ou bien de l'investissement dans les ressources humaines, et quelles sont certaines actions qui sont menées, encore une fois en lien avec le secteur de l'agriculture qui, comme vous le savez sans doute tous, est un des secteurs les plus importants de l'économie togolaise. Oui, merci, monsieur le modérateur. Non, vous savez, comme je l'ai dit et je l'ai répété à plusieurs reprises, la formation reste l'élément déterminant dans la dynamique que nous recherchons même en matière d'entreprise. Alors, et aujourd'hui, quand vous avez un personnel qui n'est pas suffisamment formé, ou si vous n'initiez pas des programmes de renforcement de capacité, mais que ce soit en continu et à chaque fois adapté aux réalités du moment. Si vous ciblez un objectif, vous devez quand même accompagner cela de la formation adaptée. Et non seulement ça encore, vous devez aussi veiller à créer un cadre de motivation. C'est que impliquer suffisamment les acteurs qui est composé du personnel, bien entendu. Ces acteurs-là, il faut les motiver suffisamment aussi et créer un cadre qui permet à chaque fois de remettre en cause tout ce qui est acquis. C'est important. Et qu'il faut à chaque fois renouveler cette dynamique-là au niveau de l'entreprise. Donc le patronat a initié un certain nombre de programmes pour accompagner ces entreprises dans le cadre du partenariat public-privé, puisque le premier partenaire social de l'État, c'est bien entendu le secteur privé, donc le patronat chez nous ici. Donc les échanges sont assez fructueux en la matière, et je vais rappeler ici cette formation à la carte qu'il faut quand même envisager aujourd'hui, et aller vers ces entreprises et savoir connaître leurs besoins avant de rechercher la formation adaptée. Et que par le passé, on forme pour former. Et ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, pourquoi je parle d'une formation à la carte, c'est qu'il faut connaître la réalité, les besoins de l'entreprise et voir quelle formation on peut adapter pour rendre performant et dynamique cette entreprise. Donc ces réflexions sont menées de part et d'autre pour atteindre ces objectifs. Donc c'est ce qui se passe actuellement. Même dans le secteur agricole, c'est pareil aussi également. Parce qu'on prend l'exemple de la recherche. Aujourd'hui, on le prend différemment. C'est-à-dire qu'on va vers les paysans pour connaître leurs besoins réels. Et quelles sont les insuffisances qu'on constate au niveau de ces paysans et voir quel type de recherche il faut faire pour répondre à cet objectif. Il ne faut pas, en fait, faire de la recherche et maintenant l'imposer aux paysans. Non. Il faut connaître maintenant les besoins réels du terrain et maintenant revenir à la recherche et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à ce besoin précis. On identifie une zone et on fait des investigations à ce niveau et par rapport à ça, on fait l'essentiel. Et cela aussi nécessite que les techniciens, les ingénieurs soient formés suffisamment pour répondre à ces attentes-là. Parce qu'une formation standard ne correspond plus aux réalités du terrain. Donc il faut chaque fois, et c'est pareil en entreprise, parce que pour performer et pour pouvoir répondre à la concurrence qui est souvent agressive, il faut permettre aussi à ce que le personnel soit suffisamment dans les conditions de répondre à cette concurrence. Donc ça passe encore par une formation adaptée. Ça c'est important. C'est une formation adaptée parce que celui-là, il vient avec un bagage intellectuel suffisant, mais ne répond pas aux besoins de la dynamique que nous recherchons face à la concurrence
qui évolue tous les jours. Donc c'est pourquoi cette nouvelle technologie peut aider véritablement à répondre à cette attente. Nous avons une pandémie aujourd'hui qui perturbe le processus. Donc là aussi, il faut aller plus loin dans la réflexion et connaître quel type de formation il faut faire pour répondre à ce phénomène pandémique. Puisque aujourd'hui, nous constatons qu'il faut vivre avec cette pandémie. À un moment donné, on se dit, bon, est-ce qu'on va prendre des mesures barrières et attendre que vraiment ça évolue vers sa disparition? On s'est rendu compte que ça perdure. Donc il faut aussi réfléchir pour connaître quel type de formation doit-on avoir pour concilier cette pandémie face à la dynamique économique. Sinon, nous allons perdre complètement tout ce qui a été acquis. Parce que l'économie, si elle est fragilisée, naturellement, va détruire complètement l'existence même de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, cette pandémie a complètement remis en cause tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises pour voir comment accompagner à nouveau ces entreprises et comment identifier encore un type de formation adaptée pour permettre de faire face à cette pandémie. Merci. Voilà ce que je vais dire à ce stade de nos discussions. Merci beaucoup, M. Gouton. Nous allons maintenant essayer de répondre à quelques questions dans la limite du temps qui nous est imparti. Et pour la première question, j'aimerais me tourner vers Madame Polo, parce que nous avons besoin d'entendre encore votre intervention. La question de Monsieur ou Madame, vous m'excuserez si je me suis trompé, Mouiwa Oluwadara. La question c'est, est-ce que les humains sont considérés de manière égale dans la société togolaise? Oui, mais normalement, c'est ça. La Déclaration universelle des droits de l'homme dit tous les êtres naissent égaux en droit et en dignité. Dès qu'on est être humain, on a ces droits-là. C'est sans distinction d'ethnie, de religion, de race. Mais maintenant, la question qu'il me pose, c'est qu'il me donnait un exemple précis où il croit que ce n'est pas le cas. Là, oui. Quand on prend les droits civils et politiques, c'est des droits qui sont exigeants. C'est-à-dire que exigeants. L'État doit, comme on dit, respecter ou mettre en œuvre immédiatement ces droits-là. Ils sont inaliénables. Tous les droits sont inaliénables. Exactement. Même les droits économiques, sociaux et culturels sont inaliénables. Il n'y a pas de droit supérieur à un autre. Exactement. Ils sont tous égaux. Bon, maintenant, quand on prend les droits économiques, sociaux et culturels, ce qui est notre cas aujourd'hui, puisqu'on parle de développement durable et tout ce ça tourne autour de l'être humain, c'est l'éducation, la santé, l'alimentation, le loyer, tout ça. Quand on les prend, eux, ce sont des droits que l'État doit mettre progressivement. C'est selon ses ressources, selon ses moyens. Mais ça ne veut pas dire qu'on donne une latitude à l'État de ne pas le faire. Mais la priorité, c'est de les consacrer, mais on demande à ce que ça se fasse progressivement, selon ses moyens. On demande même à la communauté internationale d'accompagner les États dans la réalisation, dans la mise en œuvre de ces droits économiques, sociaux et culturels. Okay. Je vous remercie beaucoup pour la question. J'espère que la personne qui a posé la question a trouvé satisfaction. La question suivante, elle s'adresserait à tout le panel, suivant toute personne qui voudrait y répondre. Que pensez-vous du système éducatif togolais? Est-il en adéquation avec l'investissement dans la jeunesse? Je pose cette question-là parce que nous avons beaucoup parlé de formation. Et qui dit formation dit forcément système éducatif. Et ça ne s'arrête pas à l'école. Ça va dans toutes les possibilités que nous avons de former et de nous former. Donc, je relis la question. Que pensez-vous du système éducatif togolais? Et est-il en adéquation avec l'investissement dans la jeunesse? Le PNUD peut répondre peut-être. Parce qu'il apporte un appui vraiment à l'éducation également. Non, moi je pense que c'est une question qu'on pose pas uniquement pour le Togo, mais c'est une question qui peut intéresser l'ensemble des pays africains. Et effectivement, il y a des progrès énormes que le Togo a réalisés dans le domaine de l'éducation. Malheureusement, la représentante de l'UNICEF n'est pas sur le panel, mais je pense qu'elle serait plus habilitée à parler
des progrès importants que le gouvernement togolais et que le peuple togolais a réalisé dans le domaine de l'éducation. Par exemple, même, je crois que le Togo a l'un des meilleurs scores en termes d'éducation des filles, par exemple. Je crois que ça, c'est un objectif qui a été... Primaire, hein. Primaire, secondaire. Primaire, au niveau du primaire Oui. et au niveau Après, du quand secondaire. on évolue, ce n'est plus ça. Hein. Voilà. Mais je pense que quand même, il y a des progrès importants. Oui, oui. Mais il est évident qu'il y a énormément de choses à améliorer. Et certainement, les partenaires techniques et financiers sont là à améliorer ça. Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure, dans mes propos, un peu tout ce qui est le déficit en infrastructure scolaire, par exemple. Dans le cadre d'un projet que le gouvernement nous avait confié, d'ailleurs, le PUDC, il y avait une bonne composante d'infrastructures scolaires. Nous avons construit, je ne sais plus, plus d'une centaine de salles de classe pour un peu résorber les infrastructures scolaires. Et je crois qu'il y a énormément de choses à faire dans le domaine de l'éducation. Maintenant, nous sommes confiants par rapport au nouveau gouvernement, aux nouveaux engagements. Le ministre des enseignements primaires et secondaires, c'est quelqu'un avec qui nous réfléchissons beaucoup pour améliorer un peu le cadre. Et effectivement, je crois que c'est un objectif aussi à pouvoir accélérer un peu dans le cadre des ODD et dans le cadre du PND, tout ce qui est éducation au niveau primaire, secondaire, même au niveau universitaire, parce que sans savoir qu'il y a quand même aussi des difficultés au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau de la recherche, je l'ai évoqué. Mais bon, dans le développement, comme j'ai dit, c'est un processus évolutif. Donc au fur et à mesure, on va essayer d'accompagner le gouvernement sur ces différentes approches. Je peux compléter par... Oui, juste avant que vous complétiez, j'aimerais entendre monsieur Gouton, parce que en tant que représentant du secteur privé, vous cherchez de la matière première, des ressources humaines compétentes. Donc l'intervention de monsieur Dia était focalisée surtout sur l'éducation à la base, primaire et secondaire. Mais ce qui vous intéresse en tant qu'acteur économique, c'est la ressource humaine prête à travailler. Même si vous les formez ensuite, vous cherchez des ressources humaines prêtes à travailler. Donc la question parlait également de l'adéquation. Donc éduquer, c'est une chose, mais il faut que cette éducation soit en adéquation avec les besoins du secteur privé. Donc quelle est la perception du chef d'entreprise que vous êtes, mais aussi vice-président du patronat, sur cette question? Oui, je l'ai dit dans ma présente intervention, j'ai parlé de la formation à la carte. La formation selon les besoins. Et aujourd'hui, il y a une action forte du gouvernement en direction de ce type de formation, puisque le partenariat public-privé implique suffisamment cette dynamique que nous recherchons pour la formation à la carte dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, les ressources commencent à être disponibles aussi également pour cela, puisque au niveau de l'enseignement technique, nous avons impliqué et nous avons mené un certain nombre de réflexions pour que l'enseignement technique maintenant soit mieux orienté. Puisque au départ, l'enseignement technique était un enseignement comme ça, standard. Et aujourd'hui, on adapte l'enseignement technique en fonction des besoins du terrain. Et ça aussi, c'est important aujourd'hui. Voilà ce que je peux dire très rapidement sur ce sujet. Merci pour le rappel. On va laisser Madame Polo faire son ajout aussi. Merci beaucoup. C'est à peu près... En matière d'éducation, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, hein, mais on ne finit jamais. Et comme il le dit, moi, j'ai entendu la NPE qui dit dans le domaine de l'emploi qu'il n'y en a pas, mais il y a certains domaines qu'on recherche en vain. C'est ça. Donc, ça veut dire que la formation, il y a problème. C'est ça. C'est de là il parle de formation à la carte. Et je crois que le gouvernement, de nos jours, a créé des lycées scientifiques. C'est juste pour encourager ce genre de trucs de formation à la carte, là. Pour qu'il y ait des domaines où on ne trouve pas. Par exemple, les littéraires, les juristes, les sociologues, il y en a beaucoup. Mais il y a dans d'autres domaines, il n'y a rien. Donc il y a un problème. Et il faut aussi rappeler que le monde du travail est en parfaite, en constante évolution. Oui. Donc même les besoins changent. Donc il faut continuellement s'adapter. Madame Pressing voulait ajouter un mot aussi? Oui, je voulais saisir l'occasion quand même, comme la coopération allemande est un grand bailleur aussi dans ce domaine de formation professionnelle. Et juste pour dire un mot sur la formation duale et cette question d'adapter une formation de qualité aux besoins du secteur privé. Je crois que ces dernières années, beaucoup d'avancées ont été faites. Tout à fait. Il faut le dire, mais c'est peut-être pas mais
Il faudrait bâtir sur ça et voir comment institutionnaliser un dialogue constant entre le secteur privé et les acteurs publics pour s'assurer vraiment, et aussi les chambres de métiers, de commerce, pour s'assurer vraiment d'une formation duale notamment, qui se fait non seulement dans l'école, mais aussi dans les entreprises, et qui permettra aux jeunes d'ensuite suivre vraiment un emploi de qualité, où ils sont sûrs de trouver un emploi formel même. Donc c'est un peu ça. C'est aussi une mission allemande, si vous voulez, parce que beaucoup du développement en Allemagne se fonde exactement sur ce principe. Et j'espère qu'on pourra travailler encore plus ensemble dans ce secteur. Et finalement, il manque aussi, il manque de financement et aussi des mécanismes de financement durable dans ce secteur. Donc, ça serait aussi un sujet à voir. Bon, Bien, je vous remercie, Madame Pressing. Ce sera, je crois, votre mot de fin. Nous sommes désolés à ceux qui ont posé des questions et qui ont suivi ce panel avec intérêt, parce que nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions par faute de temps. Je demanderai à chacun des autres panélistes en 30-45 secondes de nous donner leur mot de fin. On va commencer par Madame Polo. Merci beaucoup. Mon mot de fin, c'est ensemble, c'est vrai, c'est aux États qu'incombe de promouvoir, de protéger, mais c'est ensemble qu'on doit le faire. Chacun à son niveau doit promouvoir, protéger et faire en sorte qu'on ait une croissance. Et parce que quand il y a croissance, c'est tout le monde qui en bénéficie. C'est d'où l'importance de l'axe 3 du PND. Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion. Ça englobe tout. Merci. Merci Madame Polo. Monsieur Gouton. Mais merci. En fait, Madame Polo a pris en compte cet aspect aussi que je voulais quand même rappeler, le PND, l'axe 3, qui est important. Vous savez, nous avons été retardés par la pandémie. Sinon, on était déjà bien lancé, puisque le partenariat public-privé, le secteur privé est bien impliqué, surtout dans le programme, dans le PND. Plus de 70% pratiquement du développement du PND implique le secteur privé. Et il y a cette volonté politique qui est vraiment manifestée aujourd'hui pour que les acteurs du secteur privé soient suffisamment impliqués dans la réflexion et que le partage soit vraiment suffisamment bon pour atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Et la décentralisation qui se fait progressivement actuellement, c'est déjà un atout important pour mieux cibler les objectifs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, souhaitons vivement que nous puissions surmonter l'épreuve de cette pandémie qui est le Covid-19 pour nous permettre d'avancer dans tout ce qui est mené aujourd'hui comme réflexion. Merci, Monsieur Gouton. Monsieur Dia. Oui, non, juste pour dire, je crois que tout a été dit, mais simplement rebondir sur la pandémie pour dire la pandémie constitue ce que Schumpeter appelle la destruction créatrice. Et ça, c'est extrêmement important, puisque la pandémie aujourd'hui doit être une opportunité pour nous de pouvoir rebondir, de pouvoir innover. Et comme il dit, c'est l'innovation qui porte l'économie. Sans innovation, il n'y a pas d'économie. Le capitalisme ne peut pas survivre sans innovation. Et donc pour les jeunes entrepreneurs qui nous regardent aussi, surtout les encourager. Et puis pour le dire, nous en tant que partenaires techniques et financiers, on est là pour les accompagner, pour travailler avec eux à travers le gouvernement, à travers le secteur privé. Et l'ensemble des partenaires techniques et financiers, je crois, s'inscrivent dans cette dynamique-là. Et surtout leur rappeler cette belle phrase du président John Fitzgerald Kennedy, qui disait « Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country ». On a des devoirs, on a toujours « Oui, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit ». Mais à la fin de la journée, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on peut apporter à nos États et à nos pays et à nos peuples? C'est ça qui va créer la différence. Merci. Je pense que nous pouvons terminer sur ces mots du représentant du PNUD au Togo. Nous vous remercions et nous espérons que ce panel aura capté votre intérêt et vous aura permis de mieux comprendre la thématique. Merci encore une fois. Merci. Ça passe vite, hein?
Très vite, hein, effectivement. Bravo.